Il s'est un peu trompé, ça s'appelle un ascenseur. Mais ce que personne n'avait prévu, c'est que cette petite invention technologique, l'ascenseur, allait complètement transformer la société, c'est-à-dire qu'avant, on avait les pauvres en haut et les riches en bas, et l'ascenseur a permis de séparer les quartiers, avec plein de conséquences qu'on a aujourd'hui. Bon. Et ça, c'est bien de l'immobilier. Hein. Eh bien, moi je ne sais pas ce que vont faire les différentes technologies nouvelles dans la façon de faire des bureaux, des commerces et des logements sur les liens sociaux, etc. Donc tout ça pour dire qu'au fond, il vaut mieux avancer. Aujourd'hui, il y a un argument pour l'investissement qui est de dire si je bascule vers l'avenir, c'est-à-dire vers l'immeuble de qualité, notamment au niveau énergétique, notamment au niveau qualité d'usage, je sais que plus tard, si je veux le revendre, ce sera plus facile. Bon. Après, la destruction créatrice et l'obsolescence de ceux qui ne sont pas là, je crois que tout ça c'est un peu difficile à chiffrer. C'est bien, non mais ça veut dire qu'il faut rester modeste, ça veut dire qu'on n'a finalement pas le choix. L'innovation, il faut l'accompagner plutôt que s'y opposer. Alors, les comportements dans l'histoire de l'humanité, hein, on a toujours eu, ce qu'a exposé Nicolas, on a toujours eu des conflits dans les phases d'ajustement. Mais, oui, Philippe. Oui, un mot tout de même, on ne sait pas, etc. Moi, je voudrais évoquer ce qu'on appelle la valeur verte, qui est un sujet qui vous concerne tout à fait directement. On sait, alors c'est un sujet qu'on agite, ce mot n'a pas voulu dire grand-chose en France pendant quelque temps, et puis on s'est dit que, comme souvent, l'immobilier d'entreprise allait montrer le chemin à l'immobilier résidentiel sur ce thème-là. Ce n'est pas ce qui est en train de se produire. Ce qui est en train de se produire, c'est qu'il y a aujourd'hui, de manière tout à fait claire, une valeur différenciée des maisons individuelles dans les zones non tendues, l'essentiel du territoire français, qui manifeste qu'un acquéreur qui a le choix entre deux maisons fait la différence entre la maison énergivore et la maison qui ne l'est pas. Et que s'il a envie d'acheter la maison énergivore, il négociera le prix à la baisse, et le vendeur comprendra que s'il veut vendre cette maison aujourd'hui, il va falloir qu'il consente à prendre en charge par une diminution du prix une partie du coût des travaux qui permettront qu'on arrête de chauffer l'air extérieur et que donc les charges de fonctionnement de la maison soient adéquates à la solvabilité de l'acquéreur. Et ce que je dis, ce n'est pas des mots. Il y a deux études successives faites par les notaires. La première sur 3000 maisons, la deuxième sur un échantillon, je crois, de 2000 maisons et appartements, qui montrent, avec une cartographie de la France, cette singularité-là qui se caractérise. Du côté de l'immobilier d'entreprise, le même sujet va se produire lorsque, comme l'a dit Nicolas tout à l'heure, c'est par les entreprises occupantes que l'investissement va être interpellé, va bouger. Les entreprises aujourd'hui, parce qu'elles ont, c'était Philippe Depoux qui le disait aussi, parce qu'elles ont des chartes RSE contraignantes, font que le directeur immobilier ne peut plus choisir d'aller dans n'importe quel type d'immeuble pour installer l'entreprise. Il est contraint parce qu'on lui dit qu'il faut qu'il y ait telle ou telle caractéristique. À quoi ça conduit? Ça conduit à ce que l'investisseur qui hier avait pour ses locaux, qui étaient aux normes, mais qui ne sont pas aujourd'hui ceux qui sont désirés, avait une qualité de locataire de premier plan qui lui permettait d'avoir son flux financier sécurisé, donc de le titriser, d'en faire une valeur circulante, etc. Il n'a plus cela, puisqu'il va se trouver avec une entreprise de deuxième ordre qui occupera ses locaux, puisque l'entreprise de premier ordre, elle sera contrainte par sa charte RSE. Et il va y avoir donc une dévalorisation de cet immeuble, ce que même un investisseur canadien un jour, avec lequel je parlais, m'a dit, mais vous appelez les choses par leurs mots, c'est une non-valeur, puisque cet immeuble ne me permet plus de titriser mes loyers, que toute mon économie, elle fonctionne sur ce modèle-là. Donc, il me dit, ça ne m'intéresse plus cet immeuble. Il va falloir ou que je le démolisse, que je le reconstruise, ou que je le vende, mais il ne peut plus entrer
dans ma logique économique. Donc, les incidences de ce sujet énergétique sur la valeur, donc sur l'investissement, donc sur le travail d'Arnaud, tout ça va vite et va aller vite. Et il n'y a aucune raison que la France soit un petit îlot à l'abri de ces grands mouvements qu'ont connus déjà des marchés plus matures, Nouvelle-Zélande, Australie, Canada et certains États américains où il y a une meilleure liquidité de l'investissement suivant la performance énergétique et où il y a une valeur locative et une valeur vénale différenciées, ce qu'on va observer en France. Très bien. Moi, je constate, donc, on va prendre quelques questions dans la salle, mais je constate que finalement, le marché, c'est quelque chose qui est tellement évident aujourd'hui, mais qui a tellement aussi été discuté auparavant. Le marché, c'est encore le lieu le mode le plus efficient pour permettre ces ajustements. Parce qu'effectivement, ça va grincer aussi. On est beaucoup ici à représenter des foncières ou à gérer des actifs pour des investisseurs. À un moment donné, l'équation, on a un sujet sur le stock. Parce qu'à un moment donné, ce qui vaut 100, on dit qu'il va falloir injecter 30, et donc ce que je croyais valoir 100 aujourd'hui ne vaut que 50, et puis il va falloir que je remette 30 dedans pour espérer que ça vaille de nouveau 100, ça va forcément provoquer un tout petit peu de grincement. Donc je veux bien qu'il y ait beaucoup d'argent, mais l'ajustement va être quand même difficile. Pour l'épargne, pour les épargnants, parce que derrière, à la fin, il y a des investisseurs finaux, c'est des gens, c'est nous, et puis ce sont aussi des États, des compagnies d'assurance. Bon. Donc, je retiens, Nicolas, si tu voulais juste un petit propos pour c'est pas une conclusion, hein, en l'occurrence, je demanderai à Guy de le faire, mais un propos pour justement nous éclairer sur la confiance qu'il faut avoir dans les semaines, dans les jours, les semaines, les mois, les quelques années qui viennent sur cette adaptation. N'ayez pas peur. La confiance, elle doit être globale, ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que si la question c'est est-ce que les bureaux c'est bien, est-ce que ça va continuer à être utilisé, est-ce que l'immobilier tertiaire va connaître de la croissance? Oui, bien évidemment, oui. Mais le problème, c'est celui que tu viens de souligner et qu'a souligné Philippe il y a quelques instants. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de ça, on va quand même avoir des actifs qui vont très fortement se dévaloriser. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve, là encore, dans toutes les périodes de mutation. C'est-à-dire que les périodes de mutation sont des périodes... Pardonnez-moi de m'autociter, mais j'avais appelé un livre il y a quelques années qui s'appelait « On entend l'arbre tomber mais pas la forêt pousser ». C'est-à-dire que les phases de... qui n'est pas de moi, c'est la seule chose qui n'était pas de moi dans le livre, un proverbe chinois. Les périodes de mutation économique sont des périodes où, globalement, la richesse s'accroît, mais personne ne le voit parce que l'œil est attiré par les crises localisées, notamment de dévalorisation du capital. Et donc, bien évidemment, il y a des immeubles dont la valeur va considérablement chuter ces prochaines années. Ça, c'est absolument clair. Et je prends toujours une analogie. Prenez un iPhone 5. Qu'est-ce qui diminue la valeur d'un iPhone 5 ? Est-ce que c'est le fait de le jeter contre un mur ? Pas forcément, parce que parfois il marche encore. Ce qui fait chuter la valeur de l'iPhone 5, c'est la sortie de l'iPhone 6. C'est l'iPhone 6 qui détruit la valeur de l'iPhone 5. Voilà. Ça, c'est les périodes de changement. Voilà. L'obsolescence va plus vite que la vétusté. Oh. Quelques questions dans la salle ? Alors, Gérard, tu vas forcément t'y coller, tu es obligé, tu es le président de l'OID, donc tu vas montrer le bon exemple. Non, mais on est pressé là. Les premiers commencent à partir. Ouais, et c'est pas encore l'heure. C'est pas une question, mais qu'est-ce que j'entends ? J'entends, on a de l'argent. Voilà, l'argent il est là. Et puis Guy parle de bulles, donc je me dis, bon, merde, on a l'argent, mais peut-être on en a trop, et puis il va y avoir la bulle. Et puis moi je suis pas sûr qu'on ait les produits. Parce que ce produit qu'on va faire aujourd'hui, qu'on va acheter aujourd'hui, qui a une durée de vie de 30 ans, est-ce que dans 30 ans il sera encore bureau ? Est-ce que dans 10 ans il ne faudra pas déjà le détruire parce que l'obsolescence aurait été plus vite que la vétusté, quoi ?
Donc il y a un paradoxe, quoi. Il y a l'argent, mais je ne sais pas si je vais pouvoir l'utiliser. Il y a un paradoxe qui vient, à mon sens, du fait que l'immobilier n'a plus du tout le même rôle dans l'économie. Alors c'est un point dont Nicolas aurait pu parler, mais si on prend les Trente Glorieuses, là d'abord, je vais rester sur le chapitre des manuels d'économie. Vous prenez tous les grands classiques en manuel d'économie, l'immobilier n'est pas dedans. Hein, même dans les traités d'économie récents, il n'y a pas d'immobilier. Le grand livre d'économie de Bernanke, même dans le rapport gallois sur la compétitivité, il évacue bâtiment et immobilier dès la première page. Et ça, c'est les restes, disons, d'une situation qui a existé et qui était correcte, mais qui n'est plus. Hein. Pendant les Trente Glorieuses, c'est clair, c'est pas l'immobilier qui a fait les Trente Glorieuses. Hein. Il y a eu la révolution, enfin, il y a eu tous les progrès technologiques, enfin, tout ce qui a fait les Trente Glorieuses, et puis du coup, on a eu les moyens d'avoir de l'immobilier. Bon. Les choses ont changé. Autrement dit, on pouvait encore, dans les années 60, 70 et même 80, faire de l'économie sans faire d'immobilier. On risquait pas trop de se tromper. Maintenant, si on regarde bien, les trois grandes crises qui ont secoué le monde, les trois dernières grandes crises qui ont secoué le monde, il y a eu la crise des savings loans américains dans les années 90, enfin la fin des années 80 et pendant toutes les années 90. Cette crise-là a été mondiale et a failli faire sauter à l'époque tous les systèmes bancaires du monde. Il y a eu la bulle Internet et son éclatement, et il y a eu la crise des subprimes. Sur les trois dernières crises, il y en a deux qui étaient immobilières. Donc maintenant, on ne peut plus faire d'économie sans immobilier. Hein. Et la grande différence, c'est que, comme l'économie a changé, comme la technologie d'aujourd'hui, elle se fait localement, elle se fait là où les gens habitent, là où ils sont, là où ils travaillent, que également les économies de ressources, on va les faire là où on est, il se trouve que, simplement, l'immobilier aujourd'hui est un peu au cœur, alors là, c'est un peu ce que dit Rifkin en fait, hein, est au cœur de l'évolution économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, investir peut vouloir dire investir dans l'immobilier. Ce qui n'était pas vrai. Ben, j'étais il y a, tu viens de citer un exemple Philippe, mais moi j'étais il y a quelques semaines à une rencontre, alors je me suis fâché, hein, j'ai repris le micro que j'avais déjà amplement pris avant, mais quelques hommes politiques et quelques universitaires en train de travailler sur une réforme du droit successoral. Et en disant, voilà, on va... Enfin bref, je vous passe le détail, toujours qu'à un moment donné, il y en a qui disent, oui, mais alors, dans ce cas-là, il faut faire attention, parce que si on donne moins d'impôts avec la possibilité d'investir, surtout, il ne faudra pas que ça aille vers l'immobilier qui est stérile. Alors, je me suis fâché en disant, attendez, on se trompe d'époque. Hein, l'anachronisme est une erreur politique extrêmement grave. Et aujourd'hui, donc, par rapport à cela, c'est vrai qu'on peut dire l'investissement, finalement, qu'il se fasse dans l'immobilier ou qu'il se fasse directement dans une entreprise, aujourd'hui, ça n'a plus d'importance. Hein, voilà, j'espère que c'est la réponse à ta question. Hein. Petite question. Une question. Moi, j'en ai une très très concrète. En attendant, et je crois que les gens sont convaincus que l'immobilier est source de croissance économique, et source et vecteur de progrès technique, si ça crée de l'emploi. Parce qu'aujourd'hui, on a un vrai sujet, c'est l'emploi. Nicolas, est-ce que tu dis des choses? Là, pour vous, c'est super facile, parce que vous, ça en crée tout de suite. Alors qu'il y a beaucoup de secteurs dont j'ai parlé sont alors là, complètement schumpeteriens, mais avec des effets décalés dans le temps. C'est-à-dire que ça détruit de l'emploi d'abord et ça en recrée après. Alors vous, c'est pas le cas. Alors notamment le plan bâtiment durable, on sait très bien que si on le mène à son terme, ça fait 20 000 emplois en plus, quelque chose comme ça. Enfin, c'est vraiment des choses qui sont très importantes. Et les effets multiplicateurs dans le secteur de l'immobilier, dans le secteur de la construction, qu'il s'agisse d'ailleurs du logement ou du bureau, les effets multiplicateurs sont très très forts. Ce sont quasiment des effets multiplicateurs. Et un effet multiplicateur, c'est combien vous créez d'emplois quand il y a 1 million d'investissements, par exemple. Alors là, ce sont des dizaines d'emplois, si vous voulez. Donc les effets multiplicateurs sont très forts, ce qui quand même pour vous, je ne veux pas pousser au lobbying, mais est quand même un argument intéressant, parce que justement ça permet de concilier, comme tu dis très bien, le court terme et le long terme. C'est-à-dire que quand on dit, ce que je suis le premier à dire, quand même les drones, tout ça, c'est vachement bien la voiture. Mais c'est vrai que c'est comme l'imprimerie, quoi. Au début, ça diminue l'emploi des copieurs enlumineurs. L'immobilier, la construction, qu'il s'agisse de la rénovation ou de la construction de nouveaux bâtiments, c'est pas comme ça, et donc ça fait de l'emploi, et je m'étonne d'ailleurs qu'on n'utilise pas plus
C'est allemand. Absolument. Des questions? Pas Odile. Non, Odile, tu as pas dit? Ah bah vas-y. Pose ta question, tu me renvoies. Vas-y. Votre image de l'iPhone 5 et de l'iPhone 6 ramené à notre immobilier, c'est les immeubles verts par rapport à notre stock épouvantablement obsolète. C'est peut-être une très bonne nouvelle parce que c'est peut-être comme ça qu'on va se débarrasser de tous ces vieux immeubles, parce que leur valeur va baisser dans le livre, et ça va permettre de les démolir, parce que c'est un gros problème de démolir un immeuble aujourd'hui, fiscalement et les comptes d'une entreprise, enfin les foncières, c'est dramatique. Voilà, donc je suis très contente. Oui, enfin, sachant que la problématique de la foncière n'est pas forcément celle de la SCPI, parce que c'est difficile d'expliquer aux gens que le papier qu'ils ont entre les mains vaut moins d'argent aujourd'hui que ce qu'on leur dit, mais qu'à terme, si on fait ce qu'il faut, il est créateur de valeur. Et la génétique, c'est toujours, comme l'a redit Nicolas, c'est le court terme, c'est ménager c'est ménager et ne pas surtout insulter l'avenir, mais en gérant quand même les problématiques du court terme. Ce qui suppose une communication très habile des gestionnaires de l'SCPI face à une assemblée générale de porteurs à qui on promet encore et toujours du rendement. C'est pour ça que les gens ont acheté des SCPI notamment, et c'est avec ça qu'ils financent au moins en partie le complément de leur retraite. Donc c'est quelque chose qui touche évidemment les porteurs, les investisseurs au plus près. Et tout peut se régler à condition d'avoir une communication très établie, très habile, pour faire le rapport entre l'analyse de Marx et de Schumpeter et la baisse potentielle du rendement du fait du remplacement d'un iPhone 5 par un iPhone 6 ou d'un immeuble vert ou d'un immeuble non vert par un autre vert. Et là, ça, c'est un travail de communication d'une extraordinaire difficulté. Merci Arnaud. Alors, je vais laisser Guy conclure notre séance. Merci de la qualité la qualité de votre expertise et de votre pédagogie. C'est important aussi. Oui, j'avais proposé à Éric de terminer cette réunion avec Jules Verne. Parce que, alors vous le savez peut-être, mais Jules Verne avait fait des anticipations extrêmement précises sur l'immobilier en France. Je pense que ça fera plaisir à notre ami Philippe. Alors, c'est un livre paru au XXe siècle qui était tellement mauvais, tellement triste, que son éditeur Hetzel l'a refusé. Au même moment où il prenait Voyage en ballon, Voyage au centre de la Terre à la Lune, etc. Et en fait, comme tout Jules Verne, c'est fascinant. Hein, l'un des personnages est vraiment choqué parce qu'ils ont osé construire un monument au beau milieu de la cour du Louvre, par exemple. De même, il médite sur les femmes qui vivent comme les hommes, etc. Tout ça en 1863. Il voit l'anglais devenu la langue dominante, etc., etc. Mais, entre autres choses, il imagine que Paris et toutes les villes françaises ont été reconstruites et transformées à la Haussmann, en fait, par des... Alors, lui, il voit les foncières cotées en bourse, plus que tout ce qui existait à l'époque, mais en gros, il voit la France être devenue propriétaire d'un actionnariat public considérable. Mais ce qu'il voit surtout, et ce que je trouve intéressant, et c'était bien de lire ici, sachant que les anticipations de Jules Verne, lui, il voulait Paris en 1960, il faut savoir qu'on était privé de XXe siècle, hein, et que, au fond, ces prévisions pourraient être meilleures pour maintenant. Et en fait, ce qu'il imaginait, c'est qu'il y avait eu une vraie industrie immobilière pour transformer tout ce qu'a fait Haussmann à l'échelle de Paris, c'est-à-dire, même si Haussmann n'avait pas encore travaillé quand Jules Verne a écrit, c'est-à-dire reprendre le vieux, faire des nouvelles villes avec des immeubles totalement différents, etc. Voilà, je trouve que c'est intéressant parce que le rêve de Jules Verne, c'est peut-être ce que nous sommes en train de réaliser, et en tout cas ce quoi vous êtes en train de contribuer à l'OID. Voilà. Merci beaucoup Guy, c'est une belle conclusion, il faut continuer à rêver, on ne sait pas ce que ce sera demain. Je me souviens, j'étais petit, on parlait, on disait en 2000, il y aura des voitures à volant. Bon. Merci à tous, bonne journée, bon été, et puis rendez-vous à la rentrée. Monsieur le secrétaire,
dommage, il ne pourra pas venir. Petit envasage. Avec grand plaisir. Oui, c'est ça. D'abord, on va peut-être changer des trucs, je sais pas, réglementaires. Très fan de Gérard. Ah bon, mais bon, parce qu'on est en train de finir, je ne vais pas dire à très bientôt, à la prochaine. C'est ça. Salut, à la prochaine. La vraie valeur des donc c'est très rentable. Bon, comment ça s'appelle? Merci, merci à toi, c'est toujours vraiment un honneur. Oui, je suis à Paris, il n'y a pas de problème, mais anciennement, dépendant par moi, je suis voilà. Dans mathématiques, merci encore.